Qu'est-ce que tu fous? Rien, je voulais tenter de m'infiltrer chez quelqu'un. Hein? Je disais que je voulais tenter de m'infiltrer chez quelqu'un. Dans ton propre appartement. Bah, faut bien s'entraîner quelque part, hein. Et tu crois qu'avec cette tenue, tu vas pouvoir t'infiltrer n'importe où? On dirait un costume low cost d'un... Ninja! Oh bah c'est bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Bon, vous avez compris, on ne va pas parler de ninja, mais d'agents secrets. Donc... Reflet dans un diamant mort de Hélène Catet et Bruno Forzani. Hélène Catet et Bruno Forzani sont un duo de cinéastes qui ont tout d'abord commencé leurs études de cinéma à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion en Belgique, au début des années 2000. C'est là qu'ils se rencontreront, travailleront ensemble et resteront un couple uni depuis, en vivant toujours en Belgique. La connexion a été vite trouvée. Et c'est à partir de 2001 qu'ils sortiront leur premier court-métrage, Catharsis, avec les moyens du bord. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on avait des... Moi, j'étais projectionniste et Hélène était libraire. Et on mettait 50 € de côté chaque mois. Et on s'est pris au jeu de faire un court-métrage par an, autoproduit. Et voilà, on a fait ça pendant 4 ans d'affilée. Et donc, du coup, on a appris vraiment par la pauvreté, dans le sens où on n'avait pas de moyens. Et c'était que de la pratique. En plus, c'était des univers, on va dire, oniriques, et il fallait les créer avec rien du tout. Et donc, on a appris vraiment avec le zéro budget, comme ça. Donc, c'était pas du tout intellectuel, c'était vraiment dans la pure pratique. Ils continueront comme ça avec d'autres courts-métrages en apprenant un peu mieux le métier pendant quelques années et en faisant des festivals. C'est de fil en aiguille qu'ils auront fait un petit effet et qu'un producteur s'intéressera à eux pour mettre en œuvre leur court-métrage Santos Palace. Et que dire sur ce tournage? La relation avec le producteur n'était pas top. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Néanmoins, une autre personne dans la production avait bien aimé leur style pour qu'en 2009, après avoir un temps participé à un film d'horreur sur plusieurs histoires pour le segment Chambre jaune, elles mettent en production leur premier film, Amer. Et malgré le fait qu'il n'ait rien reçu, Et qu'honnêtement, presque personne n'a entendu parler de ce métrage. ils ont eu une sacrée pub pour leur film lorsque le dénommé Quentin Tarantino avait mis leur métrage dans son top de 2010. On peut dire que c'est une magnifique publicité pour ce film. Donc après avoir fait un autre segment pour la lettre O du film ABC of Death, ils sortiront leur deuxième long métrage en 2014 avec L'étrange couleur des larmes de ton corps. Et là, vous avez dû vous apercevoir qu'ils ont un amour du cinéma, surtout du cinéma italien des années 60 et 70. Il y a une importance de l'hommage sur le giallo. Et ça permet d'appuyer les visuels. Et quand j'ai découvert Dario Argento, bah, il y avait à la fois le côté fun, divertissant du cinéma d'exploitation, mais aussi une recherche plastique très forte, et c'était du vrai cinéma, comparé à certains slashers. Et du coup, après, j'ai commencé à découvrir Mario Bava, Lucio Fulci, etc. Et c'est un cinéma qui est très créatif, c'est un cinéma de mise en scène. Et donc du coup, moi personnellement, ça m'a inspiré, puisque c'est un cinéma de genre qui a des codes, mais tous ces codes passent par l'image, le son, la mise en scène, la musique, l'architecture, etc.
Et donc c'est hyper cinématographique et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films. Voilà. Après, il y a d'autres références plus complexes à trouver sans que ça plombe leur métrage, avec aussi ce besoin inhérent et puissant de filmer en pellicule pour avoir de la force et du contraste dans l'image et de moins utiliser de dialogue. On peut aussi rajouter ce choix incongru de prendre toujours la police d'écriture impact à chaque intro et générique de fin de leur film. Ils doivent utiliser mon logiciel de montage. Par la suite, après avoir fait des festivals et reçu certains prix distingués, ils ne resteront pas sur ce genre-là car ils iront adapter un polar de Jean-Patrick Manchette, Laissez bronzer les cadavres. Je n'aime pas les flics, je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez? C'est une ambiance agréable en moi. Oui. C'est vraiment passé tout ça pendant qu'on dormait. Ce qui est spécial avec cette adaptation, c'est qu'ils n'iront pas sur du film noir, mais sur du pur western spaghetti. Choix étonnant et intéressant. Et alors qu'il travaille sur un film d'animation du nom de Darling, qui n'a pas encore de date de sortie, il a fallu attendre près de 6 ans pour qu'ils sortent leur dernier film, Reflet dans un diamant mort. Qui va avoir du mal à se faire une place avec tout ce qui sort cette semaine. C'est bien pour ça que tu en parles. Tu l'as dit, mon coco. C'est là qu'une question se pose. Arriveront-ils à nous proposer une nouvelle fois une œuvre filmique éclectique d'un autre genre sur le monde de l'espionnage? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Reflet dans un diamant mort de Hélène Catet et Bruno Forzani est un film d'espionnage fascinant avec des idées visuelles pop qui t'explosent la rétine pour obtenir cette pierre aux 1000 éclats. Tout commence après la disparition soudaine de la voisine de chambre d'un ancien agent secret, reclus dans un palace de la Côte d'Azur, croyant que ses anciens ennemis refont surface. C'est là que présent et passé coexisteront pour arriver à une vérité de cette disparition. Alors il est difficile de résumer le film sans spoiler, car la façon dans laquelle il narre son histoire peut avoir plusieurs lectures et seul le spectateur aura ses visions de ce qu'il a vu. J'ai eu mon propre point de vue, mais d'autres auront une autre façon de voir les choses. C'était peut-être un film qu'on doit peut-être revoir et plutôt que juste de consommer et puis c'est fini directement. Une fois qu'on sort du cinéma, on peut le jeter. On le fait pas tellement dans cette optique-là. On aime bien qu'ensuite les films vivent encore un peu avec le spectateur parce que a priori on les conçoit pour que chaque spectateur ait une vision personnelle du film et une aventure lui avec le film. Et que ce soit pas juste un produit de consommation, voilà. En fait, plus on avance dans les péripéties, et plus on commence à avoir une illusion du réel sur ce que vit notre héros, qui peut perdre le public s'il ne se focalise pas sur tout ce qui est raconté et présenté. C'est un énorme puzzle qu'on doit prendre son mal en patience, pour ainsi relier toutes les pièces. Hélène et Bruno tournent de façon très très morcelée. Je n'ai jamais connu ça ailleurs, il y a plus de 2000 plans dans le film, et les plans sont tournés aussi bien sur la Côte d'Azur qu'en Italie, au Luxembourg, ou bien ici en Belgique. C'est des fragments de jeu, il faut leur faire confiance pour remettre tout ça dans l'ordre après au montage. C'est un saut dans le vide avec leur confiance. C'est eux qui m'emmènent l'imaginaire parce qu'il y a le fait de tenir un pistolet, faire une cascade, des choses comme ça, mais on est dans dans la confiance totale au réalisateur pour se dire voilà qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'il y a des acteurs, des actrices pour qui c'est difficile parce que on n'a pas l'impression de maîtriser les choses, on ne sait pas très bien du jeu, qu'est-ce qui va en sortir du jeu. Moi ça m'a beaucoup amusé d'être leur objet et de naviguer dans leur univers en leur donnant chaque fois quelques secondes d'une intensité de jeu, d'un regard, d'un geste. Puis les mots et les phrases se feront de plus en plus rares dès la deuxième partie. Donc c'est l'image qui nous permettra de comprendre le récit. Puis, de ce que propose le film, les réalisateurs nous renvoient à leurs propres références. C'est tout d'abord centré sur le cinéma italien des années 60 et 70. Donc déjà, on peut voir des hommages à certains costumes graphiques à la diabolique. Ensuite, alors qu'ils ont mis en avant le giallo et le western spaghetti dans leur précédent métrage, là, ils s'attaqueront à un genre de l'espionnage italien que je ne connaissais pas, l'Eurospy. Donc pas totalement basé sur les James Bond. C'était un genre qui était en concurrence directe avec les films d'espionnage anglais qui plagiaient et parodiaient leurs films, tout comme nous en France avec les OSS 117. J'aime me battre. Bon, l'Eurospy, c'est un genre qui est moins lié à la mise en scène, c'était un genre qui était plus quand même cheap, c'était vraiment de la série B qui était fait par des gens qui parcouraient le monde avec une petite équipe de 4 personnes et qui allaient tourner aux 4 coins du monde.
mais il y a un univers, un imaginaire collectif qui reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas peut-être un film qui ressort spécialement, mais c'est un univers un peu lié à l'enfance. Oui, c'est fantaisiste, c'est pop, c'est édulcoré, psyché. Et qui est chouette et qui représente le passé d'une certaine manière, et justement une manière fausse, qui a l'air idyllique, et on s'est servi de ça pour parler de notre héros et d'aujourd'hui. C'est là que ce film peut être un pastiche du genre qu'il emprunte. De l'italien pasticcio, qui veut dire pâté, le pastiche au sens strict repose sur l'idée de mélange. Il consiste donc non seulement à imiter un genre, mais surtout à le confronter à un contexte inhabituel, comme une sorte de remix cinématographique. C'est par exemple la logique du western spaghetti qui s'inspire du genre américain ultime pour le passer à la moulinette de l'opéra et de l'iconographie catholique. C'est aussi la démarche d'un Brian De Palma qui confronte des motifs empruntés chez Hitchcock, Coppola ou Antonioni à l'esthétique du cinéma bis des années 80. A l'inverse de la parodie, le pastiche ne cherche pas à saboter ses références, mais au contraire à les restituer fidèlement pour mieux les mettre en perspective. Comme le résume la critique Ramona Curry, la parodie déconstruit, le pastiche reconstruit. Le matériau original ainsi reproduit est alors soumis à un regard neuf, un second niveau de lecture. Mais ces cinéphiles en herbe ne mettent pas que ça en avant. Ils ont Vacances à Venise pour toutes ces parties où le vieil homme fait le tour de la ville pour avoir des indices. On peut y voir aussi des choses qui s'approchent de La prisonnière et l'enfer de Henri Georges Clouzot pour l'aspect graphique ainsi que de sa colorimétrie qui se décalque à des moments qui le permettent pour aller plus dans l'expérimentation. Et là, complètement à part mais essentiel pour comprendre le film, on peut y voir des similitudes au long métrage de Satoshi Kon, Millennium Actress, pour nous permettre de plus voir cette narration non linéaire. Tout est complètement déconstruit. C'est-à-dire qu'il écrivait scénarii de manière, il appelait ça stéréoscopique, avec différentes couches de lecture qui font qu'à chaque fois que tu regardes le film, tu as un effet de 3D qui apparaît. Et donc nous, la manière dont on a de faire les films, c'est d'abord un côté orgasmique pour la première vision. En essayant d'être le plus viscéral et le plus physique possible. Voilà, c'est vraiment une expérience cinématographique où on essaie de donner du plaisir au public à fond. Et derrière, tu as plein de thématiques qui sont abordées. Et quand tu revisites le film, au fur et à mesure, tu découvres de nouvelles choses. C'est un peu... donc on n'est pas du tout dans une narration linéaire qui est la narration de 98% des films, mais on est dans une narration plus circulaire, on va dire. Et on peut aussi se référer à la BD italienne dit La Fumetti, qu'ils auront la chance d'avoir un dessinateur pour mettre ses dessins en action. Parce que oui, la manière de mettre en scène le film se rapproche d'une BD où chaque moment peut représenter une case. Et ils feront de nouveau appel au travail de Gilles Franks pour le choix de l'affiche qui est là depuis le premier film. On pourrait être décontenancé par toutes ces références à foison, mais ça reste cohérent pour rester dans le flux de la narration et de la mise en scène. Et en tournant en pellicule, ça rend encore plus un film d'un autre temps qui n'a pas l'air de venir de notre époque. La substance de la pellicule permet de... La chimie de la pellicule permet de faire l'alchimie et de faire exister cet univers. Il y a aussi une importance du son et les bruitages pour ne rien laisser passer sur les coups et les dialogues. On a un aspect très sensoriel de ce qu'on entend. On a essayé de construire le film, non pas de manière cérébrale, mais vraiment de manière physique, pour faire vraiment une expérience sensorielle le plus possible. Donc du coup, le son joue énormément dans cette expérience. On a vraiment travaillé de manière très très précise chaque son pour essayer que ça rentre dans les corps et que ce soit vraiment une expérience corporelle. Filmé aussi sur la Côte d'Azur, reflète assez bien la beauté d'un tout pour y confronter ensuite la défaillance du héros. On remarque aussi qu'ils ont une préférence à toujours vouloir tourner en été. Est-ce parce que les couleurs sont plus vives ? Puis dans la globalité de leur filmographie, il y a toujours un personnage qui poursuit quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une femme ou un objet inestimable ou son propre passé qu'il cherche. Mais ce quelque chose ou ce quelqu'un sera impossible à atteindre, à moins d'un moindre sacrifice. Puis quand ils présentent les personnages, il y a toujours quelque chose de spécifique en eux. Pour les personnages masculins, il y a toujours une présentation d'êtres supérieurs pour qu'ensuite ils tombent sur leur piédestal. Ensuite, pour les personnages féminins, elles sont présentées comme des êtres divins qui vont faire tomber l'homme qu'elles envoûtent à cause de leurs mauvaises intentions. Et si on revient sur le film d'espionnage, on voit qu'ils aiment ce genre tout en essayant de nous questionner sur le héros. Fait-il vraiment ça pour le bien ? Plus l'histoire avance et plus il s'approche de plus en plus d'un anti-héros. Donc il y a un re-questionnement sur ce mythe de l'agent de l'ombre. Tout comme il y a un moment clé qui dévoile autre chose et que j'ai besoin de spoiler pour approfondir l'analyse du film. Donc voici le timecode pour éviter ce passage. Voilà, notre agent secret n'est pas un agent secret. What did you say?
Il vit dans l'illusion de vivre dans une fiction, un film. C'est donc là qu'on arrive à une mise en abîme du monde du cinéma. C'est aussi accentué sur le vieux qui a l'air d'avoir des pertes de repères entre la réalité et la fiction qu'il a produit. Il est à la fois l'acteur, le producteur et le réalisateur. Ce qui fait que ces actes où il croit que tout est logique n'est tout simplement que dans sa tête, que dans le scénario du film. Et tous ces gadgets n'ont absolument plus aucune utilité quand on le sait. Tout est factice. En fait, c'est un film sur l'illusion. Donc, on a essayé de raconter l'illusion de différentes manières, par la narration, par la forme, les images. L'endroit où on a tourné, qui est la Côte d'Azur, qui est vraiment le lieu typique de l'illusion, du luxe. Ensuite, vu que le vieux croit encore vivre dans ce passé qui n'existe plus, on peut rajouter la thèse qu'il a la maladie d'Alzheimer. Donc tout son passé se mélange avec la fiction et sa réalité. Quand on préparait le film, on a vu The Father avec Anthony Hopkins, et ça nous faisait penser un peu à l'approche qu'on avait, sauf que nous on est dans un film de divertissement, où il y a des scènes d'action, des courses-poursuites, mais c'est un peu une version hardcore de The Father. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que c'est exactement ça, cette espèce de mémoire fragmentée du personnage principal qui commence à se perdre dans ses souvenirs. Et qui voit quelque part sa vie redéfiler et qui revit son ancienne vie. Fin de spoil! Puis dans le casting, on a Timay Nguyen, Céline Camara, Cohen Debouve, Maria de Medeiros, Yannick Renier et Fabio Testi. Fabio Testi qui est un acteur italien qui a participé sur une bonne partie de ce cinéma italien des années 60 et 70. Le prendre parmi les acteurs accentue encore plus l'hommage qu'ils veulent faire. D'ailleurs, son look pourrait penser à Sean Connery qui reprendrait son rôle d'espion des années après. Ce qui fut le cas, longue histoire. Et tous ont un jeu assez archétypal. Ils jouent ce qu'ils sont, mais en donnant plus de subtilité. On est sur une interprétation très monolithique, qui est souvent le cas dans les films de Catet et Forzani. Ça peut paraître récité, mais c'est pour approfondir cette étrangeté. Puis le titre Reflet dans un diamant mort est digne d'une représentation d'un long métrage ou roman de James Bond, tout en donnant un autre sens dès qu'on suit le héros qui s'amène à suivre un cauchemar perpétuel qui ne pourra s'en dépêtrer. C'est un éclat imperturbable qui peut se casser en 1000 morceaux dès que ça se penche de plus en plus sur cette mission. Et ce qu'on aimait bien, c'est qu'on est dans une zone grise où justement il n'y a pas ce côté le bien, le mal comme on peut avoir dans les films américains, dans les blockbusters. Et on trouvait que c'était une manière assez chouette de traiter ce sujet-là. Et surtout en termes d'esthétique, c'est beaucoup plus riche pour ce côté donc pop, psychédélique que des blockbusters actuels. Et pour cette fois, il n'y a pas de compositeur à citer, vu qu'ils ont beaucoup pris dans leur discographie ce qui leur plaît pour amener à cette ambiance très 60s. Comme Quentin Tarantino et Edgar Wright, c'est pour avoir une ambiance musicale saisissante qui détermine l'avancée du récit. Ça revient à nous ramener à cette période musicale charnière des années 60 et 70 de l'Italie. Un genre cinématographique qui a marqué les esprits. Ce qui se passe, c'est que, pour le moment, on a toujours travaillé avec ces morceaux qu'on a récupérés et qui nous ont, en général, toujours inspiré les séquences. En général, quand on écoute les musiques en écrivant, ces musiques ont influencé sur le rythme de la séquence, et puis elles ont mis leur patine. Il nous faut exactement cette musique, et des fois même en mixage, le mixeur veut nettoyer ces musiques parce qu'elles datent des années 60, donc elles étaient enregistrées d'une certaine manière, aujourd'hui c'est plus propre et tout ça, donc il nous les clean, et puis d'un coup on les reconnaît plus, ça va pas du tout, quoi. Donc il y a vraiment le son d'origine qui a son importance, et on veut vraiment retrouver les sonorités de l'époque, la manière d'enregistrer de l'époque, de mixer de l'époque et tout ça, parce que ça permet vraiment finalement de finaliser l'univers. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'y adhèrent pas, parce que c'est vraiment un film qui va à des extrémités pour faire avancer l'histoire. Et que peut-être ce sera trop prévisible. Mais n'étant pas très familier à ce cinéma italien de cette époque charnière, c'est un film qui vaut le coup et donne envie de découvrir cette boîte inépuisable de ce pays qui fascine encore et montre que ce diamant brut reflète bien plus que ce qu'il montre et qu'il est loin d'être éternel. C'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma, dans le sens où c'est un film qu'on a fait pour la salle. Maintenant, on appelle les films des contenus. On regarde ça sur notre ordinateur et c'est plus du tout la même expérience. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire notre métier, c'est le cinéma, l'expérience salle. Pour moi, le cœur battant du film, c'est la définition du héros. Là, on présente un héros à bout de souffle. On pourrait croire que c'est un film à première vue sur la vieillesse, avec cet agent secret qui se perd dans ses souvenirs, dans un monde idyllique qu'il imagine peut-être. Et finalement, pour moi, c'est plutôt un film sur la jeunesse
sur des héros auxquels on s'est identifié et qui finalement n'ont pas sauvé le monde. Peut-être que voilà, on a besoin de nouvelles héroïnes, de nouveaux héros. On a peut-être besoin finalement d'une nouvelle image du héros et d'héroïne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Ton combat n'est qu'une illusion. Ton monde n'est qu'une illusion.